Initiation au logiciel Arch, École nationale des ingénieurs de Sfax, année universitaire 2011-2012. Depuis sa sortie commerciale en 1993, Arch s'est imposé comme le logiciel de référence pour la conception et le dessin des bâtiments en béton armé. Dédié au calcul de bâtiments en béton armé, Arch permet de prédimensionner les structures et de mener simultanément des calculs de descente de charge, contreventement et analyse sismique. Pour chaque élément de structure, Arch automatise également la production des plans de ferraillage et des notes de calcul. Ce vidéo servira d'une initiation au logiciel Arch, lors de laquelle on essaiera d'expliquer comment manipuler ce logiciel, et ce à partir du traitement d'un exemple simple et bien particulier, une villa. Pour cela, 4 étapes principales feront l'objet de notre centre d'intérêt. On va découvrir ensemble les modes de saisie du plan de coffrage. Ensuite, on va passer à la modélisation de la structure. Puis, on va effectuer le calcul béton armé par le logiciel pour finir par l'exploitation des résultats. La saisie d'un plan sur Arch peut s'effectuer selon 2 alternatives différentes, ou bien par saisie directe, ou bien par importation, qui peut se faire sous extension .dxf, sous extension .ifc ou n'importe quelle autre sorte d'extension. L'importation d'AutoCAD à Arch n'est donc qu'une question d'enregistrement. Alors il suffit d'avoir le plan d'architecture sur AutoCAD, de l'enregistrer sous extension .dxf et de l'importer à Arch. Sauf que, dans notre cas, on ne dispose pas du plan sur AutoCAD, on a uniquement une version PDF. Alors, je dois tout d'abord transférer le plan d'architecture du format PDF à AutoCAD. Pour cela, je vais accéder au dossier, là où j'ai placé mon fichier PDF. Donc voilà, c'est la villa 4 qu'on va traiter. Bon, jetons un coup d'œil rapide sur cette villa-là. Je vais faire un zoom arrière tout d'abord. Alors, voilà. Donc ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. Ici, on a la vue en plan du premier étage, comme on a aussi une vue de la façade principale. Donc, en tout et partout, on a 3 pages, donc 3 éléments. Je vais fermer ce fichier-là, je vais le désigner dans le dossier source. Je clique là-dessus sur bouton droit et copier. Et puis, je vais passer directement à AutoCAD et sur mon plan de travail, je clique sur bouton droit, presse-papier, coller. Donc, regardons ici, dans la barre de commande AutoCAD, on me demande d'entrer un numéro de page. On a déjà signalé qu'on a 3 pages, donc je vais tout simplement les entrer une par une. Je vais cliquer sur 1, Entrée. On me demande de spécifier le point d'insertion, donc je clique ici. Peu n'importe quelle est la taille que je vais prendre, par la suite on va régler l'autre plan à l'échelle. Donc je vais cliquer sur bouton gauche, voilà, Entrée, et voilà, j'ai obtenu la vue en plan du rez-de-chaussée. De même, pour les autres vues, bouton droit, presse-papier, coller, numéro de page, c'est la page 2, Entrée, le point d'insertion à un point de ce genre-là, Entrée, voilà. Et maintenant, bouton droit, presse-papier, coller, et comme d'habitude, droit, Entrée, et voilà qu'on a obtenu les 3 plans à la fois sur AutoCAD. Maintenant, je vais désactiver la grille pour minimiser au maximum les problèmes d'accrochage. Bon, évidemment, on sait tous qu'un plan d'architecture est déjà coté. Pour mettre mon plan à l'échelle, l'idée consiste à
comparer la longueur proposée déjà sur le plan d'architecture, qui est déjà la longueur réelle, par la longueur que va mesurer AutoCAD pour une distance bien déterminée. Ça veut dire, par exemple, je vais prendre cette distance-là de 5 mètres en réalité, qui correspond à la distance entre axes de ces deux poteaux. Je vais la mesurer. Je clique sur cotation linéaire et je raccorde les deux extrémités. Voilà. Donc la mesure AutoCAD me donne que cette longueur-là est de 749,05 unités. Il suffit maintenant de faire le rapport entre ces deux rapports-là. Donc je vais cliquer sur calculatrice. Et je vais diviser 5 par 749,05. Voilà, ça me donne ce rapport-là que je vais copier. Je réduis. Maintenant, j'accède à cette icône-là, échelle. Je choisis l'objet, évidemment c'est le plan du rez-de-chaussée. Je clique sur ce plan-là et je clique sur entrée. Je vais choisir un point de base, que ce soit ce point par exemple, et puis on me demande de spécifier le facteur d'échelle. C'est exactement le rapport que je viens tout à l'heure de calculer. Donc je le réécris et je tape entrée. Voilà. Donc ça, c'est le plan, c'est la vue en plan du rez-de-chaussée, et comparé à la mesure que j'ai mesuré tout à l'heure, c'est vraiment incomparable. Donc ça, c'est normalement, c'est devenu à l'échelle. Je vais supprimer cette cotation là, elle est inutile. Maintenant, je vais vérifier si ce que je venais de faire est juste ou pas. Je fais juste remesurer la distance et je dois avoir 5 en tant que cotation pour que ce soit juste. Donc, je la mesure. Et voilà, 5 unités. Excellent. Bon. Alors ça, c'est le plan du rez-de-chaussée, après mise à l'échelle. Maintenant, je vais refaire de même pour le plan de l'étage. Je vais prendre cette cote-là, de 5 mètres aussi, je vais la remesurer. Voilà. Ça me donne 863,12 unités. Je passe à calculatrice et je vais calculer le rapport 5 sur 863,12 et ça me donne cette valeur là. Je vais la copier. Je clique sur échelle. Je détermine l'objet. Je clique sur entrée. Un point de base, que ce soit ce point par exemple, et je vais entrer le facteur d'échelle. CTRL V, entrée, voilà. Donc, ça c'est mon nouveau plan, et cette cotation, on va la supprimer, exactement comme la précédente. Maintenant, je vais placer mes deux plans l'un près de l'autre, pour que ce soit facile à manipuler. Voilà. Et bon, en ce qui concerne la vue de la façade principale, c'est pas la peine de mesurer ces cotes et de la mettre à l'échelle. Déjà, elle n'est pas cotée et après tout, j'en ai besoin juste pour vérifier les balcons et tout ce qui est en porte-à-faux en ce qui concerne les balcons et tout ça. Donc c'est juste une question d'observation, on n'a pas besoin de mesure. Donc voilà, tout est bon. Maintenant, je vais commencer à tracer mes plans de coffrage. Notons que ce que je vais importer vers Arch est le plan de coffrage et non pas le plan d'architecture. Il faut mettre alors à l'esprit
Karch impose certaines exigences de type que les poteaux, par exemple, doivent être représentés par des points et non pas par des formes géométriques. Pour cette raison-là, je vais définir un style de point. J'accède au menu AutoCAD, je clique sur Format, Style de point. Je vais choisir un style, par exemple celui-là. La taille des points, normalement, les points vont représenter des poteaux. On va prendre les dimensions minimales d'un poteau. Et normalement, le coffrage minimal, c'est de 22 par 22 cm². Donc, en mètres, ce sera 0,22. Et on va définir la taille en unité absolue et non pas par rapport à l'écran. Je clique sur OK. Voilà. Donc, j'ai déterminé un style de point. Maintenant, je vais changer de calque. Ce que je vais tracer, ce sont des poteaux. Donc, je vais me placer dans le calque poteau. Voilà. Bon. Les points seront placés au centre des poteaux. Vous voyez bien, les poteaux sont tracés clairement. Donc je vais placer mes points dans l'intersection des axes de chaque poteau. Bon, pour tracer un point, je dois accéder à cet icône-là, point, je clique là-dessus, et j'essaie de me centrer le maximum possible dans le poteau. Quelque chose de ce genre-là. Bon, remarquons ici, donc voilà, j'ai terminé le traçage des poteaux. Et étant donné que tous les poteaux sont descendants, j'ai fait une copie sur les poteaux du rez-de-chaussée et je l'ai importé, je l'ai placé directement sur le plan du premier étage et comme ça j'ai gagné au niveau du temps. Maintenant je vais passer au traçage des poutres. Pour cela je dois me placer sur le calque poutre, je clique sur ligne et je commence le traçage tout en respectant le même ordre, toujours de gauche à droite et de bas vers le haut. Donc par exemple, je vais tracer la première poutre horizontale à partir de ce nœud là, et il faut noter que je ne vais pas cliquer sur le poteau intermédiaire, comme ça je serai fautive. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de créer des poutres continues. Donc je vais juste cliquer sur les deux poteaux extrêmement, soit disant les poteaux de rive. Donc ce premier poteau et ce deuxième poteau, c'est tout ce que j'en ai besoin pour créer ma première poutre. Un peu de précision, mais quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est la première poutre horizontale. Et puis je peux terminer de la même façon pour tracer les autres, comme je peux utiliser l'option décalée, sachant cette distance là entre axes des deux poteaux, c'est de 3,15. Donc je peux en profiter. Je vais cliquer sur décaler et je vais taper la distance de décalage qui est, on a dit, 3,15. Entrée. Je sélectionne l'objet, entrée, et non, ça n'a pas marché. Donc la distance, voilà, je sélectionne l'objet à décaler, je veux que ce soit de ce côté là, et voilà. Et puis la mesure d'après, c'est 4,85. Je vais décaler encore une fois. Et puis pour 3 mètres, voilà, j'ai tracé mes poutres horizontales. Maintenant, pour le traçage des poutres verticales, bon, ici, on remarque que cette poutre-là, c'est normalement c'est cette poutre là, donc elle ne dérange pas l'escalier. Donc de la même façon, on va tracer les poutres verticales de bas vers le haut. Donc je vais relier les deux poteaux de rive de cette façon là. Voilà. Et on remarque ici on a une terrasse
Et donc le plancher de ce côté-là sera en porte-à-faux. Il faut donc faire la prolongation de cette poutre-là jusqu'à l'extrémité pour que ce soit encore continu la console avec la poutre. Pour cela, je vais décaler la poutre horizontale de 1,5 m juste la longueur de la console. Donc la distance à décaler c'est 1,5 m et l'objet c'est celui-là. Voilà. Et puis je vais prolonger cette ligne. Comme ça, j'obtiens la première poutre verticale, continue et parfaitement droite. De la même façon, je vais procéder pour le reste des poutres verticales ainsi que pour tout le plancher du premier étage. Il faut donc faire la prolongation de cette poutre-là jusqu'à l'extrémité pour que ce soit encore continu la console avec la poutre. Pour cela, je vais décaler la poutre horizontale de 1,5 m juste la longueur de la console. Donc la distance à décaler c'est 1,5 m et l'objet c'est celui-là. Voilà. Et puis je vais prolonger cette ligne. Comme ça, j'obtiens la première poutre verticale, continue et parfaitement droite. De la même façon, je vais procéder pour le reste des poutres verticales ainsi que pour tout le plancher du premier étage. Ainsi, on a obtenu le plan de coffrage du rez-de-chaussée tout en respectant le vide sur rez-de-chaussée et tout ça. Maintenant, puisqu'il s'agit d'une villa, alors les planchers sont normalement encore creux. Donc on a déterminé le sens de portée des nervures ainsi que l'épaisseur du plancher. Donc prenons par exemple cette partie là du plancher. Normalement les nervures seront dans ce sens là, perpendiculairement à la poutre de plus grande portée. Reste à déterminer l'épaisseur du plancher. Donc je vais mesurer la longueur de la nervure, normalement c'est 3 mètres. Calculatrice, je vais déterminer l'épaisseur du plancher, je divise 3 par 22,5. Donc c'est égal à 0,13. Un plancher de 21 cm, c'est largement suffisant. C'est-à-dire un plancher cœur creux, 16 plus 5. Et puis, je vais passer à l'enregistrement. Je vais cliquer sur enregistrer sous autre format. Voilà, enregistrer le dessin au cours au format de fichier DXF. Voilà. Donc, je vais changer d'extension. Je vais mettre l'extension LT 2004 DXF.DXF. Voilà. Et villa numéro 1. Ok, ça va. Enregistrer. Existe déjà, voulez-vous le remplacer? Oui, je le remplace. D'accord. Donc voilà, on a pratiquement terminé la saisie du plan de coffrage sur AutoCAD. Et je vais passer directement à l'étude de la structure béton armé à l'aide du logiciel Arch FL Melody que je vais lancer tout de suite. Et voilà, ce que vous observez maintenant, c'est la plateforme Graitec OMD qui vous propose un accès simplifié et rapide à toute la gamme des programmes Graitec. Graitec OMD présente 3 zones principales. La première, c'est la zone d'aborescence des dossiers qui vous permet de créer des répertoires là où vous pouvez stocker et organiser votre travail. La deuxième zone, c'est celle-là, c'est la zone d'étude globale qui, comme son nom l'indique, rassemble tous les programmes permettant d'effectuer des analyses globales de structure. Et la troisième zone, c'est la zone d'étude locale qui contient des programmes auxquels vous pouvez recourir pour faire l'analyse d'éléments particuliers comme l'étude de ferraillage d'une poutre, d'un poteau, bien d'une semelle ou n'importe quelle autre
éléments de structure. Et il faut noter aussi que cette plateforme est paramétrable. Qu'est-ce que ça veut dire paramétrable? Ça veut dire que vous pouvez changer et filtrer l'affichage par un simple clic sur les commandes dans les barres d'outils et les menus gratuits. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez visualiser juste les programmes qui sont en relation avec le béton, vous cliquez sur cette icône-là, ne rendre visible que les programmes du métier béton. Et voilà. De même pour l'acier, ainsi que pour le bois. Comme que vous pouvez garder tous les programmes ensemble. Maintenant, on a atteint la phase de saisie de la structure sur Arch. On se propose de réaliser une étude globale de la structure, c'est pourquoi je vais accéder à Arch Ossature. Et d'ici, je vais importer ce que j'étais en train de faire sur AutoCAD. Je vais accéder au menu, je clique sur Fichier, Importer, DXF. Le fichier, c'est Villa 1, Ouvrir. Et vous voyez ici, l'unité c'est le mètre. Déjà, c'est la même unité que j'ai utilisée sur AutoCAD. Et pour l'importation, on peut importer de façon globale ou bien par couche. Bon, on va importer par couche et je vais désactiver toutes les couches que j'ai pas utilisées. J'ai utilisé uniquement des poutres et des poteaux. Et bien sûr, je dois entrer les mêmes noms que j'ai utilisés dans les calques sur AutoCAD. Donc pour les poteaux, je vais entrer 7 et pour les poutres, je vais entrer 8. Avant de cliquer sur OK, il y a une toute petite astuce que je vais signaler. Si on revient à AutoCAD, normalement, on doit obtenir sur Arch le même nombre de poteaux et de poutres qu'on a tracé déjà sur AutoCAD. Donc, si on calcule les poteaux et les poutres qu'on a ici, on a 4 poteaux x 3, 12, x 2, ça fait 24 poteaux. Et pour les poutres, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus 3, 18. Donc on a normalement 24 poteaux et 18 poutres importés. Donc je vais reprendre Arch et je vais cliquer sur OK. Et voilà, un rapport d'importation s'affiche. Et c'est pas par hasard qu'on a 18 poutres et 24 poteaux importés à Arch. Et bien sûr, on n'a aucune dalle, aucun voile, aucune semelle, et parce que tout simplement on n'a pas utilisé ces éléments là. Donc je vais fermer ce rapport et voilà notre structure, que ce soit le plancher rez-de-chaussée, que ce soit le plancher étage. Donc voilà, on a obtenu les plans du rez-de-chaussée et de l'étage sur Arch importés à partir d'AutoCAD. Reste que, comme on l'a mentionné au début, il est possible de saisir la structure directement sur Arch sans l'importer à partir d'AutoCAD. En effet, une fois qu'on dispose des cotations du plan de coffrage et qu'on sache les distances qui séparent exactement les poteaux les uns des autres, on peut générer les poteaux et les poutres sur Arch en se basant sur les cotations du plan. Pour cela, je vais activer tout d'abord la grille, puis je vais générer un poteau. Pour générer un poteau, je peux soit cliquer directement sur cette icône-là pour créer des poteaux à l'étage actif, ou bien je veux faire la même tâche mais à partir du menu. Donc je clique sur générer et je trouve poteau. Bien sûr, c'est toujours plus facile d'accéder aux icônes. Donc je vais cliquer tout simplement sur poteau et puis je vais placer un poteau de façon arbitraire, par exemple ici. Maintenant, normalement, ce poteau-là, je vais supposer que ce poteau-là correspond à celui-là. Donc, je vais tracer ces deux autres poteaux parce que en Arch, on sait bien qu'on doit toujours nous déplacer de gauche vers la droite et de bas vers le haut. Alors, pour tracer ces deux poteaux, je vais faire tout simplement deux copies de ce poteau-là
et je sais bien qu'ils sont décalés par 5 mètres 2 à 2. Pour cela, je clique sur ce poteau. Bon, ici, regardez, lorsque je clique sur le poteau, il ne sera pas désigné. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur Alt S et je clique sur Unique. Maintenant, lorsque je clique sur le poteau, il sera désigné. Et puis, je vais passer à Modifier, CAO, Copier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais translater ce poteau-là vers la droite. Donc, il s'agit d'une translation selon DX. Selon DY, j'ai pas de translation. Selon DX, je vais le translater par 5 mètres pour avoir 2 copies. Entrée. Voilà que j'ai obtenu les 3 premiers poteaux. Et si je clique sur le premier poteau, vous allez trouver que c'est le poteau 25. Le deuxième poteau, le poteau 26. Le troisième, c'est le P27. Donc, vous voyez bien qu'Arch a vraiment un ordre bien déterminé dans lequel il fait la numérotation des objets. Maintenant, je vais tracer ces 3 poteaux-là. Pour cela, ou bien je clique sur les 3 poteaux de cette façon-là, ou bien je clique sur Alt S. Je clique sur Alt S et fenêtre. Et je vais les désigner les 3 ensemble. Je passe à Modifier, CAO, Copier. Et maintenant, je vais les translater vers le haut. Donc, une translation selon DY. 0 selon DX. Et selon DY, je vais les translater par 3 mètres, 15. Bien sûr, ces dimensions-là, je les tirées à partir du plan de coffrage. Et on a besoin d'une seule copie. Entrée, voilà. De la même façon, je vais procéder pour les autres poteaux. Donc je clique sur les 3 poteaux, je passe à Modifier, CAO, Copier, je vais les translater par 4 mètres, 85, Entrée, puis ces 3 nouveaux poteaux, à leur rôle, je vais les translater par 3 mètres et Entrée. Voilà, j'ai obtenu tous mes poteaux tracés, saisis directement sur Arch à partir de la génération des objets. Donc maintenant, je vais tracer les poutres. Pour cela, je vais cliquer sur cette icône-là, créer des poutres à l'étage actif. Et je vais lier les poteaux d'extrémité. Voilà la première poutre, la deuxième, la troisième poutre et la quatrième poutre horizontale. Normalement, lorsqu'on regarde ici, on dit ça va, tout va bien, alors qu'en réalité, on a un problème. C'est que si on fait un petit zoom ici, on va constater que cette poutre-là n'est pas posée sur les poteaux. En fait, pourquoi ça? C'est parce qu'on a un problème d'accrochage. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer le mode d'accrochage. Donc, je vais recliquer sur poutre. Puis, je clique sur Alt S. Regardez, ici, ce sont les modes d'accrochage qu'on peut avoir. On voit bien que la poutre que j'ai tracée est accrochée à la grille. Pour cela, je vais changer d'accrochage en poteau et je vais la retracer. Voilà. Celle-ci, c'est la poutre fautive. Celle-là, c'est la poutre que j'ai placée maintenant. Donc, je vais supprimer cette poutre-là. Sauf que maintenant, l'ordre va changer. Celle-ci, c'est le T19. Celle-ci, c'est le T23. Et voilà maintenant, je vais passer au traçage des poutres verticales, toujours du bas vers le haut, comme d'habitude. Donc, je clique sur ces poteaux-là, le premier, la deuxième poutre et la troisième poutre. Voilà. Maintenant, il me reste à tracer ces parties qui sont normalement déplanchées en porte-à-faux, ainsi que cette poutre-là qui va mettre en évidence cette partie vide sur rez-de-chaussée. Je vais commencer par le traçage des planchers et des balcons. Pour cela, je vais décaler cette poutre-là et puis je vais prolonger ces 2 poutres-là pour obtenir le porte-à-faux. Donc je clique sur cette poutre, je passe à Modifier, CAO, Copier, je vais la décaler par 1,28 mètres selon DY bien sûr, et voilà.
Et puis je vais désigner ces deux poutres. Je clique sur modifier, CAO, et puis relimiter. Et avec ce ciseau là, je vais cliquer sur la poutre opposée, entrer. Voilà, j'ai obtenu mes deux consoles. Je vais supprimer maintenant cette poutre et je vais rejoindre les extrémités des deux consoles. Donc bien sûr le mode d'accrochage maintenant extrémité n'est pas activé, donc je vais l'activer, Alt S et extrémité. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est le premier balcon que j'ai tracé sans plancher. Maintenant je vais passer au deuxième balcon. Je vais copier cette poutre là, je vais la décaler de 1,65 m vers le bas, donc avec un signe moins. Voilà, entrée. Et comme que j'ai fait tout à l'heure, je vais prolonger ces poutres là, CAO, pardon, non pas copier, plutôt CAO, relimiter, je clique sur cette poutre et entrer. Voilà. Maintenant je vais tracer cette poutre. Je vais faire une petite poutre, Alt S photo, que je vais tracer ici. Et que je vais copier par la suite à moins 2,28 mètres vers le bas. Et juste après, je vais la supprimer. Et voilà, j'ai obtenu le même plan. Celui-là, je l'ai importé à partir de 4 et celui-là, je l'ai tracé directement sur Arch. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Je vais vérifier si j'ai commis d'éventuelles erreurs lors de l'importation. Je clique sur Analyser, Vérifier, Saisie. Aucune erreur n'a été détectée. Ok. Et si jamais il y a eu des erreurs, cette lampe-là s'allume et en cliquant sur cette lampe, je vais trouver tout un rapport dans lequel on m'explicite quelles sont les erreurs que j'ai commises et je peux les suivre une par une et les corriger toutes normalement. Bon, maintenant je vais entrer les semelles. Et pour cela, j'ai deux approches disponibles. Ou bien que je clique sur cette icône-là, générer des semelles, et automatiquement, des semelles seront adoptées sous tous les poteaux de la structure. Ou bien, je peux les tracer une par une en tant que semelles isolées. Et bien sûr, je dois respecter l'ordre de gauche à droite et de bas vers le haut. Bon, pour faciliter la tâche, je vais tout directement générer des semelles. Il m'a dit toutes les semelles existantes de l'étage numéro 1 seront préalablement supprimées. Ok, il n'y en a pas déjà. Et donc voilà, ce sont les semelles. Maintenant, on peut jeter un coup d'œil sur notre structure en 3D. Pour cela, il suffit d'accéder à l'une de ces trois icônes-là qui nous permettent de visualiser la perspective de la structure selon l'orientation qu'on veut. Nord-est, nord-ouest ou bien sud-ouest, etc. Hasardément, je vais choisir cette perspective-là. Et voilà, on peut observer clairement les poutres, les redisseurs, les poteaux, les semelles. Et on voit bien que c'est juste schématique puisqu'on n'a pas encore fait le dimensionnement. Alors maintenant je vais entrer la dalle. Pour cela je clique sur cette icône là, dalle, et puis je vais passer par tous les poteaux d'extrémité et les extrémités formant cette dalle là. Bon, ici je dois cliquer sur Alt S poteau pour changer d'accrochage. Et comme ça j'atteins ce poteau là. Et puis pour que j'ai le bon accrochage, je vais recliquer sur Alt S et extrémité. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, on a obtenu notre dalle que je vais partager
en panneau, juste en cliquant sur cette icône-là. Mais avant tout, je dois sélectionner Alt S unique. Je sélectionne cette dalle-là et je clique sur partager. Et voilà, on a obtenu des panneaux de dalles. Voilà. Face à ce problème, deux approches sont possibles. Une fois qu'on définit les charges permanentes et d'exploitation encodées sur le plancher contribué. Connaissant la méthode du plancher, j'exploite plancher courant au plan bas et étant donné les contrôles qu'on va utiliser, on peut déterminer les charges permanentes et selon les modes d'utilisation du plancher, le VAS 81 nous fournit les charges d'exploitation standard. Alors, voilà une petite remplaçage pour le plancher courant utilisé, puis avec une charge permanente suivante, 0,561 g/m² pour le plancher Corso 21 et G égale 0,16 tonnes par mètre carré pour le plancher Corso 19+. Alors comme ça, la première approche, c'est de déterminer l'épaisseur de la dalle pleine équivalente. Connaissant G entre H fois l'eau est égal à G, ce qui donne H est égal à G sur l'eau, bien sûr, étant donné que l'eau est la masse volumique du béton armé. Puis, on saisit la dalle sur arc ossature en tant qu'une dalle pleine d'épaisseur H. Comme ça, on obtient la défense de charge, mais pas de ferraillage. Et on sera obligé de calculer le ferraillage des nervures sur arche haute. La deuxième approche consiste à définir deux nouveaux matériaux. Le CC21, c'est-à-dire Corso 16 plus 100, d'épaisseur 21 cm, de densité mieux, de charge permanente 0,561 g par mètre carré, accompagné par sa charge d'exploitation correspondante, et puis le corps creux CC 19+6 d'épaisseur 25 cm, de densité nue, de charge permanente 0,616 tonnes par mètre carré, avec la charge d'exploitation correspondante. Comme ça, on obtient la défense de charge et puis on redéfinit le matériau de la dalle en tant qu'une chape en béton armé d'épaisseur 5 cm. Et puis on insère les nervures avec leurs dimensions et on obtient finalement les notes de calcul et le ferraillage. Pour cela, je vais cliquer sur le standard. Et de temps en temps, je serai obligé de changer le mode d'accrochage pour que je puisse accéder aux extrémités voulues. Et voilà. Donc de cette façon-là, on a obtenu une dalle, mais ça se voit bien que c'est une dalle pleine. Alors maintenant, je vais définir deux nouveaux matériaux en tant que corps creux. Pour cela, je vais accéder au menu. Je vais cliquer sur hypothèse, matériaux, et puis on trouve ici les matériaux sélectionnés car je prends par défaut pour traiter les cas de structure proposés. Alors on trouve par défaut le béton. Maintenant, je vais définir deux autres matériaux, donc j'accède au catalogue. Je vais cliquer sur modifier pour déverrouiller ce cadenas-là, puis je vais insérer mon nouveau matériau. Donc je fais entrer le nom ici, c'est le corps creux, c'est le corps creux 16+5 que je vais nommer le CC21. Ok. De la même façon, je vais insérer le deuxième matériau, le corps creux 19+6
que je vais appeler le CC25. Donc voilà, ajouter, ok. Donc ça s'ajoute le CC25. Et de la même façon, je vais ajouter le CC21, ajouter, ok, voilà. Donc je clique sur CC25 puis DAL, CC21 DAL, ok. Définir les nouveaux matériaux, je vais partager cette dalle là en panneau. Je clique sur la dalle et puis j'accède à cette icône, découper la dalle, et comme ça j'obtiens des panneaux de dalle que je vais parcourir un par un, et à chaque panneau seront affectés le type de matériau, son épaisseur et le chargement correspondant. Je vais cliquer sur ce panneau par exemple, j'accède à cette icône là et je vais changer le matériau par CC21. L'épaisseur sera essentiellement 21 cm et ce panneau là subit un chargement de 0,571 tonnes par mètre carré et 0,1 tonne par mètre carré en tant que charge d'exploitation. Ok. De la même façon, je vais parcourir tous les autres panneaux. Donc maintenant, j'ai déjà saisi tous les chargements, toutes les épaisseurs de dalle et les matériaux. Maintenant, je veux vérifier si j'ai commis d'éventuelles erreurs. Donc, je vais accéder au menu. Je clique sur Options, Affichage. Et puis, je vais cliquer sur Chargement et Matériaux pour les visualiser. Bien sûr, je parle des chargements et des matériaux correspondants aux dalles. Je clique sur OK. Et puis, vous voyez bien, lorsque je clique sur n'importe quelle dalle, j'arrive à visualiser le chargement G et Q ainsi que le matériau utilisé. Et pour chaque matériau, j'ai affecté l'épaisseur de la dalle correspondante. Je vais voir maintenant si j'ai commis des erreurs. Je vais accéder à Analyser, Vérifier saisie, pas d'erreur, Analyser, modéliser, pas d'erreur, donc ça va, c'est bien. Alors maintenant, je vais passer à l'insertion des nervures puisqu'il s'agit d'un plancher nervuré. Pour cela, je vais décaler des poutres déjà existantes qui sont normalement cette poutre là et une portion de cette poutre, juste cette partie là, et l'autre partie pour laisser cette partie qui est un vide. Alors pour cela, je vais revenir au mode saisie, oui, puis je vais entrer deux portions de poutre ici et ici. Puis je vais insérer, je vais désactiver tout d'abord les dalles, puis je vais insérer, plutôt je vais cliquer sur les trois poutres, puis je clique sur modifier, CAO, copier, je vais les décaler par 0,44 mètres pour avoir une seule copie de chacune. Et voilà. Alors je vais supprimer ces deux poutres que j'ai insérées tout à l'heure. Et puis je vais changer la principalité des poutres tracées. Donc je clique là-dessus sur chaque poutre, puis je clique sur principal, échappe et voilà. Alors si je clique une autre fois, je vais trouver qu'elle n'est plus principale et par la suite c'est une poutre secondaire. De la même façon, je vais refaire de même pour les deux autres poutres. Voilà, alors j'ai changé la principalité des poutres que j'ai tracées. Maintenant, je vais recopier ces poutres là pour
avoir des nervures tout au long du plancher. Et on sait bien que chaque deux nervures sont séparées par 33 cm, ce qui veut dire que pour une largeur de plancher de 5 mètres, on aura besoin de 13 copies pour couvrir tout le plancher. Donc, je vais insérer les trois nervures, puis je clique sur le bouton droit, CAO, copier, et 0,33 sont dans le sens DX. Et maintenant, je vais changer le nombre de copies par 13. Je clique sur OK, et voilà. Donc, j'ai obtenu 13 copies de chaque poutre. Et bien sûr, si je clique sur n'importe quelle nervure, je vais trouver que c'est une poutre secondaire. Maintenant, je vais passer au calcul de descente de charge. Alors, tout d'abord, je vais sélectionner toutes les dates, encore creux, puis je clique sur Partager date. Par la suite, j'accède au menu, je clique sur Analyser, vérifier saisie, il n'y a pas eu d'erreur, et je modélise, il n'y a pas eu d'erreur également. Maintenant, je passe au calcul. Je clique sur Calcul, oui, oui, il n'y a pas eu d'erreur détectée. Charge verticale, méthode traditionnelle, OK. Donc, maintenant, comme on voit ici, on a toute une barre d'outils qui s'est affichée dans le menu. Et grâce à cette barre d'outils là, on peut visualiser pas mal d'informations qu'on a recueillies à partir de la descente, de l'effectuation de la descente de charge. Par exemple, sur cette icône là correspond à l'icône qui permet d'afficher les charges aux en-têtes des poteaux. Donc une fois que je clique là-dessus, je vais trouver la descente de charge de chaque poteau. Et comme on le constate très bien, on constate qu'il y a des poteaux qui sont plus chargés que d'autres, notamment ce poteau-là, qui est donc le poteau le plus sollicité. Et par la suite, on va voir après aussi que sa semelle est la plus sollicitée aussi, ce qui est très logique. Et les poteaux de rive sont moins sollicités que les poteaux centraux. Alors si je clique sur cette icône-là, semelle parcours, afficher les charges en tête des semelles parcours, donc on voit une schématisation pour les semelles et qui reflète un peu aussi le niveau de chargement de chaque semelle. Donc on a le poteau le plus chargé, la semelle la plus chargée, et par la suite la plus grande dimension. Et ici récapitulons. Alors jusqu'à maintenant, on a vu comment importer la structure de PDF à AutoCAD à Arch Ossature, comment générer les semelles, comment créer un nouveau matériau dans la bibliothèque Arch Ossature, comment saisir la dalle et comment obtenir la descente de charge. Et normalement, après tout ça, on est capable d'obtenir le ferraillage une fois qu'on a redéfini la dalle en tant que chape de 5 cm d'épaisseur et qu'on a ressaisi les nervures. Mais pour avoir une vision plus générale concernant le logiciel Arch, je vais passer au sous-programme Arch Poutre pour le calcul de ferraillage. Alors supposons qu'on désire par exemple ferraillage de cette nervure-là qui est la T35. Alors une nervure, c'est une poutre dans la section éhontée. Donc il s'agit dans notre cas d'une poutre continue à 4 travées, dont l'une est une console. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer de nouveau cette poutre-là, cette nervure-là sur Arch Poutre, tout en précisant les dimensions et tout en prenant en compte la question de sens
de gauche vers la droite et de bas vers le haut. Donc je vais accéder maintenant à la plateforme Greitech OMD et particulièrement à la zone d'études locales, là où je trouve Arche-Poutre BAEL. Donc je clique là-dessus et ça s'ouvre immédiatement. Donc voilà la fenêtre Arche-Poutre qui s'affiche. Alors avant de commencer la saisie, on peut jeter un coup d'œil rapide sur le menu Arche-Poutre. On trouve ici par exemple les hypothèses. Poutre par exemple, on peut entrer les caractéristiques de la poutre, notamment ses coordonnées et son nom, sa localisation, le plan auquel elle appartient, etc. On peut aussi, on a des hypothèses concernant le béton armé, les armatures, le coupe-feu. Par exemple, pour le béton armé, on peut entrer la résistance à la compression à 28 jours. Par exemple, ici c'est 25 mégapascales. On aurait pu utiliser n'importe quelle autre valeur selon ce qu'on désire. On trouve les limites élastiques d'acier longitudinal et transversal. Alors en Tunisie, on n'a que les aciers 400 mégapascales et ici 235 mégapascales. Bon, on peut préciser la fissuration s'il s'agit d'une fissuration peu préjudiciable, très préjudiciable. Si on a d'éventuelles contraintes à imposer, on peut entrer la masse volumique qui est par défaut 2,5 tonnes. On peut entrer ici la durée d'application des charges si c'est supérieur à 24 heures, inférieur à 1 heure ou bien entre les deux. On peut indiquer si on raisonne par rapport à mu limite ou bien mu critique. Puis, aussi on a des hypothèses qu'on peut entrer concernant les armatures. Alors, on a ici la gamme d'armatures qu'on peut utiliser. En fait, ce sont les diamètres 6 jusqu'à diamètre 40 mm. Alors, supposons par exemple que je veux juste utiliser des aciers longitudinaux dont les diamètres varient de 10 mm à 16 mm par exemple. Donc, il suffit de désactiver les autres diamètres dont j'ai pas besoin. Et par exemple, je vais utiliser que le diamètre 8 en tant qu'acier transversal. Puis, on trouve ici les sections et on trouve les rayons de membrane de centrage des aciers longitudinaux, transversaux et codés. Ça, c'est à titre d'information, bien sûr. Et si jamais je veux revenir aux valeurs initiales, il suffit de cliquer sur cette icône-là, retour aux valeurs par défaut, et on reprend la forme originale. Donc je vais garder uniquement les diamètres 10 jusqu'à 16 et 6 et 8 pour les armatures transversales. Donc il suffit de fermer cette fenêtre là pour prouver que c'est déjà validé. Donc je trouve aussi le coupe-feu. Bon, on peut changer ces paramètres là, sauf que c'est pas intéressant pour notre cas. Concernant le ferraillage aussi, on peut entrer des hypothèses du genre par exemple le diamètre des aciers transversaux, ou bien que ce soit par détermination automatique, ou bien quand on détermine si c'est le diamètre 6 ou bien le diamètre 8. De même pour la forme intérieure, qui sont des étriers, des épingles, des cadres multiples, etc. On peut imposer un espacement, les espacements de façon générale qu'on désire. Par exemple ici, l'espacement minimal souhaité c'est de 6 cm et au maximum c'est de 30 cm. On peut indiquer s'il s'agit d'un espacement constant, si on veut définir une liste d'espacements. Concernant par exemple les cadres au lieu des appuis, on peut aussi le mentionner et on peut imposer l'espacement minimal ou bien l'espacement souhaité pour le cas d'une console courte par exemple. De la même façon, on trouve des caractéristiques un peu pareilles pour le cas des aciers longitudinaux. De même pour les ancrages sur appui de rive, sur appui intermédiaire pour le cas des consoles. On peut entrer l'ancrage minimal. On trouve aussi les types d'ancrage par défaut. Alors on trouve les
les barres de droite, les équerres, les crochets, etc. Et on peut indiquer si on veut calculer les longueurs de barres de façon forfaitaire ou bien par calcul. Donc de la même façon, on peut tout changer concernant les armatures de peau, de montage, de couture, les armatures d'appui, les éclisses et tout. Donc je ferme cette fenêtre là et je passe à barre. Bon, pour barre, ici on peut déterminer notamment le nombre de barres imposées en fonction de la longueur, les diamètres maxi, le nombre de lits, les cadres multiples, etc. Puis pour les conditions, on s'intéresse aux caractéristiques, à la flèche et au poids propre. Par exemple, pour les caractéristiques, on peut indiquer s'il s'agit d'une poutre calculée en tant que section en T ou pas, si on a une réduction de la table aux appuis, si on veut avoir une transmission directe, on peut mentionner si on a une reprise de bétonnage ou non. On peut imposer l'enrobage haut, l'enrobage bas, l'enrobage latéral, si on a une tolérance à effectuer, si on veut symétriser les poutres isostatiques ou pas. De la même façon, pour la flèche, on peut indiquer la méthode qu'on veut utiliser, ou bien la méthode BAL ou bien la méthode des courbures. Et concernant le poids, on peut déterminer si on veut prendre en compte le poids propre et si on veut prendre en compte le poids de la table de compression ou pas. Donc je passe après aux combinaisons. Alors ici on trouve toutes les combinaisons qu'impose le BAEL, l'ELU, l'ELS. Les combinaisons accidentelles, celles-ci sont les combinaisons fondamentales. On trouve les combinaisons accidentelles de l'ELU ainsi que les combinaisons sismiques. Et ça tient en compte bien sûr des charges permanentes, des charges d'exploitation, les charges de vent et les charges de neige. Donc après, en ce qui concerne les calculs des moments, par exemple, on peut imposer des valeurs forfaitaires en intermédiaire et on peut mentionner si on veut prendre une majoration de 15% M0 en appui sur les appuis simples. Et finalement, pour le calcul de prédimensionnement, concernant les armes et les tables, on peut aussi imposer n'importe quelle exigence qu'on veut. Après, on trouve cette barre de tâches ici, modifiée, à partir de laquelle on peut modifier n'importe quel point de notre poutre qu'on est en train de saisir. Puis concernant l'affichage, ça on va le détailler par la suite. On trouve ici, on peut visualiser les sollicitations, c'est-à-dire les moments fléchissants, les efforts tranchants, et ce que donne Arche-Poutre en fait ce sont les extrêmes, plutôt non pas les extrêmes, mais plutôt ça donne, pour sens le plus large, ça donne la coupe enveloppe des efforts tranchants et des moments fléchissants. On peut visualiser aussi le ferraillage, on peut visualiser la flèche, les contraintes, les conditions concernant le feu, la vérification des appuis, la réaction des appuis. On peut visualiser le plan interactif, la reprise de plan, et enfin on peut aussi visualiser la poutre en tournois. Concernant les documents disponibles, on peut accéder à l'historique, on peut visualiser les notes de calcul tout entières de A jusqu'à Z, on peut trouver les tracés effectués, et ici on peut aussi faire le métrait général de la poutre, comme on peut l'importer vers Arche Ossature, plutôt l'exporter vers Arche Ossature. Et on peut par exemple ici, on peut changer les unités. Par exemple, choix des unités, on trouve ici pour les forces on a utilisé le tonne force, la tonne force. Les contraintes on a utilisé le mégapascal. Pour les masses on a utilisé la tonne, le mètre pour les longueurs, le degré pour les angles et la seconde pour les temps. Donc voilà un tour un peu partout concernant le menu de poutre, d'arche poutre. Alors maintenant je vais commencer la saisie de la nervure. Je vais revenir à Arche Ossature pour vérifier l'emplacement de notre nervure. Alors tout d'abord c'est la nervure T35 et qui est composée de bas vers le haut par une console plus 3 travées. Je reviens à Arche Poutre et je vais insérer donc
de gauche une console et puis 3 travées successives. Pour insérer la console, il suffit de cliquer sur cette icône-là, création d'une console sur la rive gauche. Et si j'ai besoin d'une console qui est droite, il suffit de cliquer sur cette icône-là qui lui est symétrique pour créer une console sur la rive droite. Donc, je vais créer ma console, voilà. Et puis, je vais insérer 2 travées à droite. Donc, il suffit de cliquer sur cette icône-là, la flèche qui est en bleu. Donc, insertion d'une travée vide à droite de la travée active. La travée active, dans notre cas, c'est la console. Si c'était l'autre travée, c'est pas un problème. Pour notre cas, bien sûr. Donc, voilà, on a inséré 2 travées et par conséquent, on a obtenu la nervure continue. Maintenant, on voit bien qu'Arch a pris des longueurs par hasard, 5 mètres, 7 mètres, ainsi qu'il a nommé les poutres de façon aléatoire. Donc, je dois maintenant indiquer les dimensions des longueurs des travées ainsi que les sections des poutres qui sont normalement des sections entières puisqu'il s'agit en fait de nervures. Alors pour déterminer, pour modifier la longueur d'une travée, je vais commencer par la console. Il suffit de cliquer là-dessus double fois et puis je trouve ici le nom. Normalement, tout à l'heure j'ai dit que c'est la nervure T35, donc je vais garder la même appellation pour qu'il y ait une certaine cohérence entre mon travail sur Arch poutre et sur Arch ossature. Parce que bien sûr ici je traite un cas particulier, une nervure particulière, mais dans le cas d'un projet, il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas des ambiguïtés par la suite. Donc tout d'abord je vais changer le nom de cette console là, donc c'est la T35.1 puisque c'est la première travée de la nervure continue. Et pour la portée, elle est de 1,70 m. L'appui droit, c'est de 0,22 et bien sûr, puisqu'il s'agit d'une console, il n'y a pas d'appui gauche. Alors, je ferme. Voilà, j'ai changé le nom et la longueur de la travée. Puis, je passe à la deuxième travée de la même façon. C'est la travée T35.2, elle est de longueur 2,4 m, pardon, c'est la T35.2 et pour la longueur elle est de 2,93 m. L'appui gauche 0,22, l'appui droit c'est aussi 0,22. Bon, puis ici je trouve sur cette icône là, si je clique là-dessus, je vais passer à la travée située à droite. Donc voilà, je suis maintenant au niveau de cette travée là, la T13, que je vais renommer en tant que T35.3 et elle est de portée 4,63 m et je vais quand même aussi entrer la largeur de l'appui droit. Et finalement la dernière travée T35.4 et elle est de longueur 2,78 m, 0,22 m pour l'appui. Voilà. Donc voilà, j'ai saisi les longueurs des travées. Maintenant reste à entrer les dimensions de la section. Alors les sections ici sont prises par défaut des sections rectangulaires, mais je dois les changer en tant que de section en T. Donc pour changer les dimensions d'une section bien la forme d'une section, il suffit de cliquer là-dessus double fois. Donc je trouve une courbe transversale sur la section et je vais tout d'abord entrer B0 qui est cette largeur là, donc une nervure. La nervure va prendre la largeur de 0,07 m, une hauteur de 0,21 m. Voilà, ici c'est le 0,135 et 0,05 pour la chape. Et pour avoir les mêmes dimensions de l'autre côté, ou bien que je l'ai saisi ici, ou bien que je clique sur cette icône là, caractéristique de la table de compression,
gauche identique à celle de droite. Donc j'obtiens la largeur et la hauteur de la table de compression ainsi que celle de la nervure. Donc comme ça, j'ai entré les dimensions de la première section et de la même façon, je vais faire pour les autres sections. Une fois j'ai fini la saisie des sections en T, je vais passer à la saisie des charges. Et pour saisir une charge, je dois accéder à cette partie-là, là où j'ai les différents cas de charge que je peux avoir. Donc je peux avoir par exemple des charges trapézoïdales, ou bien des charges en chapeau sur travée active, des charges réparties, ponctuelles, des boucles, des efforts normaux, des torsions et des torsions linéaires. Alors je vais utiliser uniquement des charges réparties, donc je clique sur cette icône-là. Voilà, donc charge répartie, j'ai pas de charge insérée au préalable, donc je clique ici et je vais entrer la charge correspondante à la console. Je vais me limiter aux charges permanentes et aux charges d'exploitation. Je vais pas considérer de cas de charge devant ou bien accidentel. Et pour les charges permanentes, je sais bien que cette console-là fait partie d'un plancher 16+1 qui est de charge permanente de 0,571 tonnes par mètre carré. Et un mètre carré contient 3 nervures, donc il suffit de diviser la charge par 3 pour trouver la charge que supporte chaque nervure. Donc je vais trouver une charge permanente de 0,19 environ tonnes par mètre. Et pour la charge d'exploitation, c'est de 0,12 tonnes. Voilà, je clique sur cette icône-là et je ferme. Et voilà, j'ai obtenu les charges. Une charge répartie permanente de 0,19 tonnes et une charge d'exploitation de 0,12 tonnes par mètre linéaire. Alors, pour la deuxième console, je fais de même. Je clique sur cette icône et j'insère la charge permanente correspondante qui est de 0,19 tonnes et une charge d'exploitation qui est de 0,05. Voilà. Donc, on a la même charge permanente, mais pas la même charge d'exploitation, bien sûr, parce que la console fait partie d'un plancher qui est en fait un balcon. Donc nécessairement on a un cas de charge plus important pour le cas d'un balcon. Pour la troisième travée, je vais entrer les charges de la même façon. Donc j'ai une charge permanente ici qui est de 0,21 tonnes par mètre linéaire et qui est en fait plus élevée que les autres parce que cette partie du plancher est un plancher 25. Donc la charge permanente est un peu plus importante. Et la charge d'exploitation c'est de 0,05. Voilà. Et finalement, cette partie-là du plancher, qui a une charge permanente de 0,19 tonnes par mètre et une charge d'exploitation de 0,05 tonnes par mètre. Voilà, j'ai saisi mes charges. Maintenant, je vais lancer les calculs. Pour cela, je clique sur cette icône-là. Et voilà, Arch m'a affiché une liste contenant les erreurs qu'on a commises et qu'on peut normalement les corriger par la suite juste en revérifiant les hypothèses qu'on a déjà imposées. Normalement, maintenant, on dispose de toute une gamme de résultats provenant des calculs qu'a réalisé Arch. Alors pour cela, je vais accéder au menu, je clique sur la barre d'outils affichage et je vais parcourir les résultats un par un. Alors la majorité des résultats sera des diagrammes. Alors tout d'abord, on va commencer
par les sollicitations que subit cette nervure-là. Donc, voilà, on a le moment fléchissant enveloppe, l'effort tranchant enveloppe, le moment fléchissant et l'effort tranchant du cas de chargement particulier qu'on a traité. Donc, toujours comme on le sait bien, le moment en extrémité libre d'une console est nul. Le moment est maximal au niveau de cet appui-là, bien sûr, en valeur absolue. Et on a un moment réfléchissant maximal aussi au niveau de la travée C35.3. Donc, la même chose concernant le moment réfléchissant du cas de chargement considéré. Et on peut noter dans ce petit point-là que le moment en appui de rythme n'est pas nul. Et en fait, normalement, on a prévu ça parce que si vous vous souvenez bien, on a imposé ça dès le début lorsqu'on a parlé des hypothèses concernant les calculs du moment. On a imposé qu'on veut 0,15 M0 en rythme sur appui simple. Donc, ça c'est en ce qui concerne les sollicitations. Je vais passer à la flèche. Voilà, on affiche ici l'allure de la flèche de cette nervure-là. On constate que la flèche est maximale au niveau de l'extrémité libre de la console, ainsi qu'on a une flèche importante au niveau de la travée C35.3. On trouve ci-joint les valeurs de la flèche que peut prendre le béton, ainsi que la flèche maximale sur chaque travée. Et puis, on a les contraintes. Donc, on a le diagramme de contrainte de traction des armatures et celui de compression des bétons. On a une traction très importante au niveau des appuis et qui est beaucoup plus importante que celle au niveau des travées. Et bien sûr, on sait bien que là où on a une contrainte de compression en fibre supérieure de la travée, on aura une contrainte de traction en fibre inférieure de la même travée et vice versa. Donc, ça c'est en ce qui concerne les contraintes. Puis, je vais passer aux vérifications des appuis. Donc, ici, on trouve tout ce qui est en relation avec les appuis. Et puis, en ce qui concerne les réactions d'appui, on trouve ici tous les résultats dont on pourrait avoir besoin. Par la suite, on obtient le plan interactif, qui est le plan de ferraillage de la nervure. Donc ici, on constate qu'on a, c'est une nervure, donc on a une seule barre en bas et une seule barre en haut. Et la barre qui est en haut est de diamètre plus important que celle qui est en bas. En fait, c'est très logique parce que, comme vous savez, il s'agit d'une console et donc la partie comprimée est en bas et la partie fondue est en haut. Donc on aura besoin d'un diamètre d'acier plus important au niveau de la section du béton fondu. Et on peut vérifier ça même en accédant au tableau des armatures qu'on a ci-joint. Donc la barre 1, qui est celle qui est en bas, correspond à une barre haute adhérence diamètre 10. Et celle qui est au nom correspond à une barre haute adhérence diamètre 14. C'est très logique. Bon, on constate ici une erreur de représentation qu'on peut corriger à partir des icônes qu'on a ici. Alors, pour corriger cette barre-là qui est hors du coffrage, je vais cliquer sur cette icône-là et je vais changer l'ancrage ici au lieu de crochet à 130 degrés. Je vais le remplacer par barre droite. Voilà. Et puis, je vais corriger l'autre partie en cliquant sur cette icône-là et je vais écrire une valeur qui est inférieure à la valeur déjà proposée. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors, par la suite, on trouve aussi les cadres qu'on a, plutôt non pas des cadres, il s'agit d'une nervure, on se prend des étriers. Donc on trouve les étriers qu'on a utilisés. On a 12 diamètre 6. Donc par la suite, je vais passer à la travée suivante. Donc il suffit de cliquer sur cette icône-là. C'est la travée T35.2. Ça c'est le ferraillage de la section.
une courbe sur la nervure et on trouve ici deux barres hautes adhérentes et qui sont les deux de diamètre 10. Ça, ce sont ici on trouve la répartition des armatures transversales. On a utilisé 12 étriers diamètre 6. Et pour la travée des 35.3, on trouve que c'est pratiquement le cas inverse un peu de la travée qui est en console. Donc on a utilisé ici une barre HA 14 en fond qu'acier inférieur, et pour l'acier supérieur on a utilisé une barre HA 10, c'est-à-dire juste pour montage. Et déjà ça renforce bien ce qu'on a cité concernant la flèche. On a dit que la flèche au niveau de la travée T35.3 est importante, et donc il a fallu renforcer, non pas renforcer, il a fallu utiliser des aciers de diamètre plus important que les autres travées. Et finalement, la travée T35.4, on a utilisé une barre HA10 et une barre HA10 en tant qu'acier inférieur et supérieur, et on a 19 étriers diamètre 6. Maintenant, on va saisir un poteau sur Arche Poteau. Donc, je vais cliquer sur l'icône correspondante et puis je vais entrer les caractéristiques du poteau. Donc, tout d'abord, je dois entrer le type de liaison qui existe aux bornes de notre poteau. S'il s'agit par exemple d'un poteau simplement appuyé, encastré, ou bien biarticulé, ou bien encastré et articulé de l'autre côté, ou bien encastré. Donc, je vais considérer ce cas-là d'un poteau qui est bien encastré. Et puis, pour la hauteur du poteau, on a ici 3,1 mètres. Remarquons que 3,1 mètres correspond à la hauteur du bas du poteau jusqu'à la poutre qui est au-dessus de lui. Donc, pour avoir une hauteur sous plafond de 3 mètres, il faut entrer 3,3 mètres. Voilà. Puis, on peut choisir la forme de la section du poteau qu'on veut. Alors, on va utiliser un poteau carré et on va imposer les dimensions de son coffrage en tant que 0,22 mètres. Voilà. Voilà, 0,22 mètres. Puis, je vais parcourir les hypothèses pour imposer les côtés que je désire. Alors, poteau, on peut ici entrer les coordonnées de l'élément, le repère, la localisation, où est-ce qu'il se trouve exactement, de quel plan il est tiré, etc. Puis, concernant le béton armé, la FC28, que ce soit 22 mégapascales par exemple, la masse volumique du béton, 2,5 kg par mètre cube, la limite d'élasticité des aciers longitudinaux, 400 mégapascales, pour les aciers transversaux 235 mégapascales. On va considérer un enrobage de 2,5 cm, une fissuration peu préjudiciable. On peut même imposer la durée d'application des charges et la date d'application des charges. Bon, puis on a les combinaisons qui sont normalement imposées par le BAEL, c'est pas la peine de les changer. Puis concernant le ferraillage, on peut imposer ce qu'on veut concernant les armatures longitudinales, transversales, les formes, de quelle façon on va disposer nos armatures, lorsqu'on a 3 aciers par face, ou bien 4 aciers par face, 5 aciers par face. Alors on va considérer ce cas-là. Si jamais on aura besoin de 3 aciers par face, on aura cette représentation-là. Et ça dépend bien sûr de la section qu'on a choisi, que ce soit carré, rectangulaire, circulaire, en T, en L, alors ça dépend. Puis en ce qui concerne les attentes supérieures et les attentes inférieures, on peut parcourir ces hypothèses-là et imposer ce qu'on veut. Donc par la suite, on a les charges, on va les entrer sous forme de torseur.
et on va juste saisir une charge permanente et une charge d'exploitation. Et en fait, ces charges-là sont les charges qu'on a obtenues déjà à partir de la descente de charge qu'on a réalisée sur H-poutre. Donc, je vais visualiser les résultats obtenus. Je vais considérer le poteau le plus sollicité, qui supporte une charge permanente de 19,7 tonnes et une charge d'exploitation de 3,7 tonnes. Donc, je vais entrer ces valeurs-là ici. Donc, en charge permanente, on a 19,7 tonnes et en charge d'exploitation, on a 3,7 tonnes. Donc, sans validation, il suffit de fermer. Et pour vérifier, il suffit de réaccéder au même menu. Donc, ça va, ça marche bien. Et puis, concernant la géométrie, on a déjà testé cette partie-là. Juste, je vais cliquer sur cette icône extrémité. Alors, dans cette partie-là, on parle du poteau supérieur, s'il existe bien sûr. Alors ici, on a la hauteur de la poutre que supporte le poteau qu'on considère. Par exemple, 30 cm. On peut considérer une poutre d'épaisseur inférieure ou supérieure, ça dépend du cas. Donc c'est pas gênant, pour notre cas, on va garder cette dimension-là. Et puis, ce qui est vraiment gênant, c'est d'avoir un poteau de dimension 30 par 30 posé sur un poteau de dimension 22 par 22. Ce qui n'est pas bon du côté structurel, pas du tout. Donc il faut garder au moins les mêmes dimensions. Donc on va considérer que le poteau supérieur a des dimensions de 0,22 x 0,22 m². Donc je vais cliquer sur identique. Et voilà, j'ai obtenu une section identique à la section inférieure. Et puis, je vais accéder à calcul. Ici, on peut choisir les méthodes de calcul qu'on veut, méthode simplifiée, forfaitaire, itérative, la détection méthode, les tolérances sur les moments, etc. De la même façon, on peut voir les mini et les maxi considérant les sections. Par exemple, je peux imposer que l'arête du poteau de la section ne peut pas être inférieure à 22 cm et je veux pas que ça dépasse 50 cm. Et je peux même imposer un élancement maximal pour le prédimensionnement, mais je vais garder le même élancement proposé. Puis, concernant les coefficients, on trouve ici les coefficients partiels de sécurité concernant l'acier, le gamma S et le gamma BC pour le bêta. Donc, comme ça, on a entré toutes les données qu'on veut et on aurait pu, au lieu d'utiliser le menu et d'accéder à la barre d'outils hypothèse, on aurait pu accéder directement à ces icônes-là et on va obtenir identiquement les mêmes fenêtres qu'on venait de traiter tout à l'heure. Alors, pour lancer les calculs, je vais cliquer sur cette icône-là, exactement comme on a fait pour le cas de la poutre. Donc, comme ça, ok, et la lampe n'est pas allumée, donc on a commis aucune erreur. Donc, je vais visualiser directement les résultats. Interaction, donc celle-ci c'est la courbe d'interaction de notre poteau. Et puis, le plan interactif, on trouve ici le ferraillage du poteau considéré. Donc ça, ce sont les armatures longitudinales, les armatures transversales. On trouve ici la zone de mariage entre le poteau supérieur et le poteau inférieur. Une coupe transversale sur le poteau inférieur qui montre 4 barres. Et ces 4 barres, en fait, ce sont les barres de numéro 1. Donc on peut accéder au tableau des barres. Ce sont 4 barres haute adhérence diamètre 12. Et puis les barres 2 qui existent ici. De même, ce sont 4 barres haute adhérence diamètre 12. En fait, ce sont les mêmes barres. Et on a ici les armatures transversales. On a une répartition qui contient 11 cadres diamètre 6. Donc, ça c'est en ce qui concerne le ferraillage. Et on trouve ici une coupe sur les armatures qui sont en attente dans le poteau supérieur. Donc, ça c'est en ce qui concerne le
ferraillage du poteau. Maintenant, on va essayer de saisir une semelle sur H semelle. Alors, tout d'abord, on va commencer par régler les hypothèses. Alors, je clique sur hypothèse semelle. Ici, on peut entrer le type de la semelle, s'il s'agit d'une semelle isolée ou bien flottante, ses coordonnées et ses repères, sa localisation et le plan duquel elle a été tirée. Puis, concernant le béton armé, on peut entrer la résistance à la compression, le FEL qui est de 400 MPa, la FET qui est de 235 MPa, la fissuration est peu préjudiciable, la masse volumique est de 2,5 tonnes et la durée d'application qui est supérieure à 24 heures. Alors par la suite, on trouve le tableau des armatures, donc on peut sélectionner les armatures qu'on veut avoir au niveau de la semelle, et puis les combinaisons qui sont déjà imposées par le BAEL. Concernant les enrobages, on trouve les enrobages pour l'élément porté par la semelle et l'enrobage pour les enrobages pour la semelle. Pour la semelle, on distingue trois enrobages différents qui est l'enrobage supérieur, inférieur et latéral. Donc on constate que l'enrobage pour la semelle est beaucoup plus important que celui pour l'élément porté. Alors par la suite, on trouve le ferraillage de l'élément porté. Donc on peut choisir si on a à imposer un espacement longitudinal ou pas, des aciers secondaires, un rapport d'excentricité. On peut choisir la forme des armatures en attente et les armatures transversales. Par la suite, le ferraillage de la semelle, on peut choisir l'une parmi ces trois dispositions-là. On peut imposer un espacement minimal et un espacement maximal, ainsi que si jamais on a des préférences concernant le diamètre ou bien la forme de la cage d'armature, on peut déjà l'imposer. De la même façon en ce qui concerne les crosses. Par la suite, on peut imposer la géométrie par exemple de l'élément porté. Tout d'abord, on a une variété d'éléments qui peuvent être portés par la semelle. Alors on a par exemple tout d'abord la forme de l'affût, et puis si on veut un poteau carré ou bien un poteau circulaire, si on a des poteaux circulaires avec le joint ou pas, si on a des réservations sur le fût, etc. Donc on va considérer tout d'abord une semelle qui est de dimension 1 mètre sur 1 mètre et 30 cm de hauteur. Et concernant le poteau, il sera d'arête 0,22 x 0,22 mètres et de 3 mètres de hauteur. Donc, voilà notre semelle et notre poteau. Par la suite, je vais passer à la géométrie de la semelle. Alors, en ce qui concerne la semelle, tout d'abord, on peut imposer le fût du poteau supérieur, la semelle inférieure et supérieure, est-ce qu'on a des propriétés à bloquer, etc. Par la suite, on peut imposer si on veut des pans coupés ou sans pans coupés. Donc on va choisir le deuxième. On a déjà entré les dimensions A, B et H, et on peut bloquer une des dimensions A et B, c'est-à-dire on peut imposer une largeur ou une longueur de la semelle. Par la suite, on a à choisir les débords de la semelle, c'est-à-dire la position relative du poteau par rapport à la semelle, ou bien qu'il soit centré, ou bien qu'il soit déporté d'un côté ou d'un autre, ou bien même pour un point bien particulier. Et si jamais l'emplacement du poteau ne correspond à aucune des formes standards proposées, on peut saisir directement les distances qui séparent le poteau des bords de la semelle. Donc,
on va considérer un poteau centré sur la semelle. Par la suite, le béton sous semelle, ou bien qu'on n'a aucun béton, ce qui est rarement utilisé, presque jamais utilisé, on a toujours à utiliser un béton de propreté ou bien du gros béton. Alors si on va mentionner du béton de propreté, on doit entrer son épaisseur qui sera normalement entre 5 et 10 cm, ou bien le gros béton, et comme ça on va entrer son épaisseur, sa résistance à la compression à 28 jours, sa densité, ses débords autour de la semelle. Alors supposons qu'on a un béton, un gros béton d'épaisseur par exemple 1,2 m et qu'il soit débordé de 0,3 m de tous les côtés par rapport à la semelle. Voilà. Donc voilà la vue en perspective. Puis, concernant le sol et l'eau, on va définir les sols et la nappe de l'eau. Donc, éventuellement, on peut avoir une nappe d'eau. Donc, on peut préciser son niveau haut et son niveau bas. Tout d'abord, on doit mentionner si elle est présente ou pas. Par exemple, on peut saisir le niveau haut de la nappe, que ce soit par exemple moins 0,4 m. Puis, pour le sol fini, on peut imposer son niveau, sa masse volumique, son angle de frottement interne effectif et sa cohésion effective à long terme ou bien à court terme, sa GSAT, etc. Et pour le sol d'assise, c'est la même chose. Alors, donc voilà la nappe qu'on a visualisée, qui se trouve à moins 0,4 m par rapport au terrain naturel. Puis, concernant les charges, ou bien qu'on ait des charges sur le sol, que ce soit des charges permanentes ou bien des charges d'exploitation, c'est-à-dire qu'on ait un chargement sur le terrain naturel, ou bien qu'on saisisse directement le torseur qui est appliqué sur la semelle et qui est en fait les charges qu'on a obtenues à partir de la descente de charge réalisée sur arche ossature. Donc je vais visualiser les charges sur les semelles et je vais considérer la semelle la plus sollicitée et qui supporte déjà une charge permanente de 20,1 tonnes et une charge d'exploitation de 3,7 tonnes. Donc je vais saisir ces charges-là, une charge permanente de 20,1 tonnes et une charge d'exploitation de 3,7 tonnes. Et comme ça, j'ai entré mes charges. Puis en ce qui concerne les calculs, on peut imposer surtout les règlements, les méthodes, tout d'abord les méthodes de calcul qu'on veut utiliser concernant les actions de vent et des neiges, la stabilité, les aciers de la semelle, est-ce qu'on va prendre en compte les terres et les surcharges, le choix de méthode quand le moment est nul, est-ce qu'on va tenir compte de la condition de non-fragilité ou pas, si on va appliquer le règlement du dossier technique unifié 13.12 concernant la portance du sol, la contrainte du sol, le soulèvement, le glissement, le renversement, etc. Donc, ce sont toutes des calculs, des hypothèses concernant le calcul. Et puis concernant le prédimensionnement, on peut préciser si on veut créer automatiquement un béton, c'est-à-dire à partir d'une épaisseur bien déterminée. Donc, comme ça, on a saisi toutes les hypothèses dont on a besoin. Et maintenant, je vais lancer le calcul. Donc, je vais cliquer sur cet icône-là, comme on a fait pour le cas du poteau et de la nervure. Donc, la lampe ne s'allume pas, on n'a pas d'erreur. Donc, maintenant, je vais visualiser les résultats. Je clique sur Afficher et Analyse. Comme ça, on observe la vue de droite, la perspective, la vue de face et la vue de dessous. Après, la stabilité, on a une décompression du sol aux œufs élus. Combinaison la plus défavorable aux œufs élus, 1,35 Gmax plus G1000. La semelle est comprimée à 100% pour tous les cas de charge étudiés.
On n'a pas de glissement suivant au X ni suivant au Y. Le plan interactif de la semelle. Alors, celle-ci c'est la semelle vue du côté. C'est le courbéton. Celle-ci c'est la semelle. Ce sont les armatures en attente du poteau. Et ici on trouve une coupe transversale sur la semelle. Et on trouve ci-joint aussi un tableau montrant toutes les barres qu'on a utilisées pour le ferraillage. Et si jamais on a à changer certains paramètres, alors il suffit d'accéder aux icônes qu'on a ici à droite.